Après 7 ans à vivre au crochet de la maison même que j'avais achetée, mon fils et ma belle-fille ont soudainement gagné 75 millions d'euros. Mais au lieu d'être reconnaissants pour le toit que je leur avais offert, à midi ce jour-là, ma belle-fille avait cruellement jeté toutes mes affaires par la fenêtre. La porcelaine se brisant sur le trottoir tandis qu'elle hurlait « Nous n'avons plus besoin de faire la charité pour toi. Va mourir vieille dans un EHPAD. » Je me tenais dans le jardin, mes vêtements poussiéreux et froissés, mon cœur battant à un rythme régulier, et j'ai dit doucement « Avez-vous lu le nom au dos du ticket ?» Son sourire victorieux se figea une fraction de seconde, et bientôt cette seule question ferait s'effondrer pour de bon son monde scintillant. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse atteindre encore plus de monde. Je suis Hélène Lemoine, 63 ans, veuve depuis près d'une décennie. Depuis le décès d'Arthur, la maison à 2 étages dans la banlieue de Valmont-sur-Mer, en Normandie, était devenue mon seul refuge, puis celui de mon fils Mathieu, ainsi que de sa belle mais trop acérée épouse, Isabelle. Il y a 7 ans, lorsque Mathieu a perdu son emploi et qu'Isabelle était enceinte, ils ont frappé à ma porte lors d'une tempête d'automne, trempés et grelottants. J'ai ouvert la porte, sans poser beaucoup de questions, et j'ai simplement dit « Entrez. Cette maison aura toujours de la place pour vous. » À partir de ce moment, nous avons vécu ensemble, 3 générations. Une vie apparemment paisible jusqu'à ce matin fatidique. Ce matin-là, je me suis levée tôt comme d'habitude pour préparer le café et les crêpes pour les petits, Eva, 8 ans, et Michael, 5 ans. Mais au lieu des petits pas qui dévalaient l'escalier, j'ai entendu un cri déchirer la maison depuis le rez-de-chaussée. « Mathieu, lève-toi! Lève-toi maintenant !» La voix stridente d'Isabelle résonna, éclatant d'excitation. J'ai posé la cafetière, le cœur battant. J'étais habituée au tempérament de ma belle-fille, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. De l'excitation, de la panique, presque de la folie. Les escaliers en bois tremblèrent sous les pas de Mathieu qui descendait en courant. Je suis restée sur le palier, retenant mon souffle. 1 minute de silence. Puis soudain, des cris explosèrent. « C'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est pas possible. On a gagné, Mathieu. 75 millions. 75 millions d'euros. » J'ai baissé les yeux et j'ai vu Isabelle serrant le ticket de loto, tremblant d'excitation. Mathieu l'a serré dans ses bras, riant et répétant « Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. » Ils sautaient tous les deux sur place, des larmes coulant sur leurs jeunes visages affamés. Et moi, celle qui avait acheté ce même ticket la veille, avec les numéros que j'utilisais depuis 20 ans, chacun une date d'anniversaire de la famille, je suis restée figée. Mon cœur se serra, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils n'ont jamais demandé « Maman, c'est ton ticket ?» Je descendis à mi-chemin de l'escalier, sur le point de parler, quand Isabelle se tourna, les yeux brillants comme quelqu'un qui venait de trouver un trésor enfoui. « On est riche, Mathieu. Enfin, on n'aura plus à vivre dans cette vieille bicoque. » Elle dit cela et embrassa le ticket comme un trophée. Je me suis arrêtée. Les mots « cette vieille bicoque » m'ont transpercé le cœur. La maison qu'Arthur et moi avions construite avec chaque euro économisé, chaque heure supplémentaire, chaque pot de peinture que nous avions appliqué de nos propres mains. Je voulais dire que c'était moi qui avais acheté ce ticket à l'épicerie du coin, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai regardé Mathieu, mon fils unique, espérant qu'il réaliserait quelque chose. Mais il est resté là, laissant Isabelle mener la danse comme toujours. Je suis retournée dans ma petite chambre mansardée, le cœur lourd. J'ai préparé du thé, mais mes mains tremblaient si fort que j'ai renversé de l'eau sur la table. Pour la première fois depuis des années,
Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu des voitures s'arrêter. Des voisins curieux arrivant après avoir entendu parler de la famille chanceuse. Des rires, des portes qui claquent, des verres qui tintent. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Isabelle se pavaner, agitant le ticket, et Mathieu à ses côtés, souriant maladroitement. À midi, on a frappé fort à ma porte. Isabelle se tenait là, les bras croisés, les lèvres pincées. Commence à faire tes bagages. On déménage et on n'a pas besoin de poids mort avec nous. Je n'ai pas compris au début. Poids mort? Ai-je répété, la voix blanche. Oui, on achète un manoir. Ça n'aurait aucun sens que tu viennes. À ton âge, il vaut mieux trouver un EHPAD décent. Ils prendront soin de toi là-bas. Je l'ai regardé dans les yeux. C'est ma maison, Isabelle? C'était ta maison, Hélène, dit-elle en insistant sur chaque mot. Maintenant, nous avons une nouvelle vie, et tu n'en fais pas partie. Puis, elle a ouvert le placard et a commencé à jeter mes affaires, des robes, la photo de mariage, un vase en poterie que j'avais fait quand j'étais jeune. Tout s'est écrasé dans le jardin en contrebas. Je suis restée là, silencieuse, pendant que les voisins se rassemblaient et chuchotaient. Mathieu se tenait sur le seuil, les mains dans les poches, le visage pâle. Mais il n'est pas intervenu pour arrêter sa femme. « Isabelle, arrête », marmonna-t-il. Mais elle ne l'écouta pas. « On n'a plus besoin de faire la charité pour toi !» cria-t-elle, comme si elle voulait que tout le quartier l'entende. Ces mots ont été comme un couteau dans ma poitrine. Je me suis penchée doucement. J'ai ramassé le cadre brisé et j'ai essuyé la poussière avec ma manche. La voisine âgée d'en face s'est précipitée pour m'aider à rassembler mes affaires, mais je l'ai arrêtée. « Merci, mais je peux le faire. » J'ai rassemblé ce qui était encore intact, quelques vêtements de rechange, une photo de mariage et une petite boîte contenant l'alliance d'Arthur. Lorsqu'un vieux taxi jaune s'est arrêté, je me suis relevée. J'ai pris une longue inspiration. Je me suis tournée vers Mathieu, mon fils, que j'avais cru un jour capable de protéger sa mère toute sa vie. « Tu ne vas rien dire ?» ai-je demandé, calme et ferme. Il a baissé les yeux. « Isabelle est juste allée un peu trop loin, maman. »« Non, Mathieu, » ai-je dit. « C'est le choix que vous avez fait tous les deux. » J'ai marché vers le portail, puis je me suis arrêtée. Isabelle était là, les bras croisés, arborant toujours ce sourire triomphant. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Avez-vous lu le nom au dos du ticket ?» Pendant une fraction de seconde, ce sourire s'est figé. Une lueur de doute a traversé ses yeux. Puis, elle a rapidement feint le dédain. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la portière du taxi, mis ma valise dans le coffre et dit doucement au chauffeur « N'importe où avec les chambres les moins chères du coin. » Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé dans le rétroviseur. Mathieu était figé sur les marches. Les deux petits étaient collés à la fenêtre de l'étage, les yeux rouges. Isabelle s'est détournée, faisant semblant d'être au téléphone, mais je pouvais voir ses épaules se raidir. La chambre que j'ai louée se trouvait au-dessus d'un restaurant chinois. Elle contenait à peine un lit simple, une table en bois bancal et une fenêtre coincée dans son cadre. L'odeur d'huile de friture montait d'en bas, s'imprégnant dans mes cheveux et mes vêtements. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti un papier plié en 4. Le reçu d'achat. Le nom, Hélène Lemoine, dans la case de signature, était encore clair. J'ai passé mon doigt sur le nom et j'ai entendu la voix d'Arthur dans mon oreille. « Signe toujours ton nom, Hélène. Les gens peuvent tout oublier, mais une signature ne ment jamais. » J'ai souri faiblement. Dehors, la ville bourdonnait, mais dans cette petite chambre, je ressentais une étrange paix. Il pensait
que j'avais perdu, mais en réalité, la partie ne faisait que commencer. La solitude qui a suivi le départ d'Arthur était une chose physique, une présence pesante dans chaque pièce de la maison. Le silence était si profond que le tic-tac de la vieille horloge du salon devenait un vacarme assourdissant la nuit. Il me manquait terriblement, sa grande silhouette élancée, la façon dont il grognait quand j'ajoutais une pincée de sel en trop dans le bœuf bourguignon, et ce rire rauque chaque matin au réveil. Devenir veuve à 56 ans m'avait appris à parler moins et à m'accrocher à de petits rituels pour sentir qu'il était encore là. Je versais 2 tasses de café chaque matin. Je redressais le fauteuil près de la cheminée où il aimait s'asseoir, et parfois je chuchotais dans le vide. « Je vais bien, Arthur. » Puis, une nuit de février, sous une pluie battante, Mathieu est apparu. Il se tenait sur le perron, trempé, agrippant une valise. Derrière lui, Isabelle, le maquillage coulant, les yeux rougis par les larmes. « Maman, on a perdu l'appartement. Mon entreprise a fait faillite. Le propriétaire veut le loyer maintenant. On ne peut pas s'en sortir. » J'ai ouvert la porte sans poser plus de questions, hochant simplement la tête. « Entrez, cette maison aura toujours de la place pour vous. » Isabelle m'a remerciée, la voix tremblante. Elle était jeune, belle, et savait comment susciter la sympathie. Ce jour-là, je croyais faire ce qu'il fallait. Je n'aurais jamais pu imaginer que les quelques mois de Mathieu se transformeraient en 7 longues années. 7 années à devenir la bonne dans la maison même dont l'acte de propriété portait mon nom. Au début, tout semblait normal. Je leur ai donné la grande chambre du rez-de-chaussée, celle qu'Arthur aimait pour ses fenêtres orientées à l'est. « Le soleil du matin est bon pour le bébé, » avais-je dit. Mathieu m'a serré la main en souriant. « Merci, maman. Je te rembourserai bientôt. » Mais ce bientôt n'est jamais arrivé. Après la naissance d'Eva, puis de Michael 2 ans plus tard, Isabelle n'a pas repris le travail. Mathieu passait d'un petit boulot à l'autre, certains mois ne ramenant rien à la maison. Je couvrais toutes les factures, électricité, eau, gaz, assurance habitation, avec ma pension de retraite d'enseignante et les quelques économies qu'Arthur avait laissées. Je ne le regrettais pas. Je croyais que l'amour familial s'équilibrait de lui-même, que lorsqu'il serait stable, il me soutiendrait à leur tour. Je me souvenais des mots d'Arthur avant sa mort. « Si tu le peux, ne laisse jamais notre garçon connaître la faim, Hélène. » Alors, j'ai tout fait pour que la maison reste un foyer chaleureux. Le matin, je me levais à 5 heures, préparais le petit déjeuner pour tout le monde, le panier repas de Mathieu, et j'emmenais Eva à l'école maternelle. L'après-midi, je faisais la lessive, préparais le dîner et berçais Michael pour l'endormir. Tout fonctionnait comme une horloge que je remontais de mes propres mains. Puis un jour, Isabelle m'a dit « Maman, j'ai besoin d'un endroit calme pour travailler. Mon ancienne entreprise me laisse faire du conseil à domicile. Peut-être que tu pourrais t'installer dans la mansarde? Je transformerai ta chambre en bureau. » J'ai hésité. La mansarde était un débarras, avec un plafond bas et étouffant en été. Mais elle l'a dit avec ce ton mielleux. « C'est plus intime là-haut. Tu pourras te reposer sans que les enfants fassent de bruit. » J'ai forcé un sourire. « Si c'est plus pratique pour vous, faites-le. » Je ne savais pas que cette décision me reléguait au dernier étage de ma propre maison et m'excluait du rôle de mère au sein de ma famille. À partir de ce jour, je suis officiellement devenue Madame Hélène d'en haut. Isabelle a réorganisé la cuisine et a tout étiqueté. L'étagère du haut pour les enfants, celle du bas pour les encas de Mathieu. Ce placard-là, c'est là que tu peux ranger ton thé. Je n'ai pas protesté, mais je me sentais comme une pensionnaire. Cet hiver-là, elle a commencé à organiser des dîners réservés aux adultes. Je cuisinais et mettais toujours la table. Mais au moment de passer à table, Isabelle souriait et disait
Maman, je t'ai gardé une assiette dans la cuisine. On doit discuter travail. Je sortais, fermais la porte de la cuisine et mangeais seule sous la lumière jaune du néon. Du salon me parvenaient des rires, le tintement des verres et la voix d'Isabelle qui parlait comme la maîtresse de maison. Je n'arrêtais pas de me dire « Ce n'est pas grave. Ils sont jeunes. Ils ont leur propre vie. Je dois juste rester discrète. » Mais le silence, quand il dure trop longtemps, devient une chaîne. Quand Eva a commencé à parler, Isabelle lui a appris à m'appeler Madame Hélène au lieu de Mamie. Mamie, ça sonne vieux, maman, a-t-elle dit. Madame Hélène, c'est plus jeune et plus poli. J'en ai ri sur le moment, mais cette nuit-là, j'ai pleuré dans la salle de bain. Le lendemain, j'ai quand même préparé le biberon de ma petite fille comme si de rien n'était. La 3e année, Mathieu est passé à un poste d'ingénieur à temps partiel. Je l'ai interrogé sur son salaire. Il a évité mon regard. Assez pour s'en sortir, maman. Je savais que ce n'était pas vrai, mais je n'ai pas insisté. Quand votre enfant baisse les yeux de honte, une mère choisit souvent de faire semblant de ne pas voir. J'ai continué à payer l'électricité, l'eau, l'assurance maladie, et parfois, je glissais un supplément pour les frais de scolarité d'Eva. Je me disais que je pouvais supporter le fardeau tant qu'il restait à flot. La 4e année, Isabelle a commencé à établir des règles. Maman, pas de sucreries pour les enfants le soir. Maman, la maison doit être impeccable. Des invités viennent. Maman, les serviettes doivent être pliées de cette façon, pas à l'ancienne. Chaque remarque semblait anodine, mais ensemble, elles me blessaient comme 1000 coupures de papier. J'écoutais, j'obéissais, j'avalais. Une fois, j'ai préparé le pot-au-feu préféré d'Arthur. L'odeur a rempli la cuisine. Mathieu a inspiré profondément. « Mon Dieu, ça faisait longtemps !» Isabelle a froncé les sourcils. « La viande rouge est pleine de cholestérol, Mathieu. Tu ne veux pas mourir jeune comme ton père, n'est-ce pas ?» La table est tombée dans le silence. J'ai baissé les yeux sur mon assiette et j'ai murmuré. « Ton père en a mangé jusqu'à 85 ans et il était en pleine forme. » Elle a souri avec mépris. « Autre temps, autre mœurs, maman. » Après ce dîner, j'ai compris. Dans cette maison, je n'avais plus le droit de cuisiner avec mes souvenirs. Mathieu n'était pas sans cœur, juste faible. Quand je lui ai dit qu'Isabelle allait trop loin, il a soupiré. « Elle est sous pression, maman. Je suis partie toute la journée et elle est à la maison avec 2 enfants. » Je voulais dire « Et moi, je m'occupe de toute la maison. » Mais je me suis tue. Parfois, j'entendais Isabelle au téléphone avec des amis. « Je vis avec ma belle-mère. C'est si difficile. Elle se mêle de tout. » Chaque fois, je me demandais de qui elle parlait, car je ne me mêlais presque plus de rien. Je me contentais de nettoyer, de faire la lessive et de noter les dépenses dans un petit carnet. Je me souviens encore d'un matin de printemps. J'étendais le linge dans le jardin quand j'ai entendu Isabelle dans la cuisine dire à Mathieu « Tu sais comment les gens nous voient? Un couple marié qui vit au crochet de sa vieille mère. Je veux notre propre maison, mais maman paie l'assurance habitation ici. Vendre n'est pas si simple. Alors fais-lui signer l'acte de transfert. Elle n'a pas besoin d'une grande maison de toute façon. » Je me suis tenue derrière le rideau, le cœur battant, non pas de peur, mais parce que j'ai réalisé que je leur avais trop donné, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'ils croient que tout ce qu'ils avaient leur revenait de droit. Cet été-là, j'ai commencé à tenir un journal. Chaque soir, j'ouvrais un vieux carnet en cuir. La première ligne était toujours la même. Jour de patience. Je n'écrivais pas grand-chose de plus, juste de petites notes. Isabelle a râlé pour les serviettes. Mathieu a oublié d'aller chercher Eva. Michael était malade.
Je suis restée debout toute la nuit. De minuscules lignes tordues, comme la trace de quelqu'un qui s'efface de sa propre vie. Malgré tout, une chose en moi ne s'est jamais éteinte. La tendresse. J'aimais Mathieu, le garçon qui me portait sur son dos quand j'avais mal au dos. J'aimais les deux petits qui riaient chaque fois que je faisais des biscuits. J'aimais même Isabelle, bien qu'elle me fasse du mal. Peut-être parce que je croyais que les gens peuvent changer, qu'un jour ils comprendraient que je faisais tout par amour. Mais la patience a des limites. Et ce qui l'a brisé n'était pas une grande dispute, juste une petite chose. Si petite que si je la racontais, les gens pourraient penser que je surréagissais. Pourtant, je me souviens parfaitement de cet après-midi, de la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre, quand Isabelle a prononcé une phrase qui a complètement brisé mon endurance. Le 10e anniversaire d'Eva est arrivé par une belle journée d'avril, le jardin embaumant l'odeur des lilas. Je me souviens encore de ses yeux lorsqu'elle a désigné le vélo dans la vitrine du magasin de sport. Un vélo turquoise avec un panier en osier blanc et des rubans scintillants qui flottaient au vent. « Mamie, si j'avais ce vélo, je ne serais plus jamais en retard à l'école, » rayonnait-elle. J'ai souri aussi, un pincement au cœur. Je connaissais le prix de ce vélo. 200 €, presque tout ce qu'il me restait de ma pension, après avoir payé les factures du mois. J'ai hésité de nombreuses fois. Puis, j'ai tout de même décidé de l'acheter. J'ai économisé chaque pièce de monnaie, réduit mes dépenses pendant des semaines, renonçant même à mon lait d'amande préféré. Elle n'a 10 ans qu'une seule fois, me disais-je. Et parfois, un seul cadeau peut rendre une enfance complète. 3 jours avant l'anniversaire d'Eva, je me suis rendue discrètement au magasin du centre-ville. Le vendeur, un jeune homme aux cheveux bouclés, m'a aidé à choisir le vélo turquoise exact qu'elle aimait. J'ai demandé du papier cadeau argenté avec des tournesols imprimés, noués avec un ruban blanc. Quand le papier a capté la lumière du soleil, j'ai souri, imaginant le visage radieux de ma petite fille. J'ai caché le vélo dans le garage et l'ai recouvert d'un vieux drap. Je n'ai pas pu dormir de la nuit, rejouant le moment où Eva le verrait. Arthur aurait souri s'il avait été là. Il disait toujours « Parfois, le plus petit cadeau devient le plus grand souvenir. » Je voulais lui offrir un souvenir comme celui-là. Le matin de son anniversaire, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai fait des crêpes en forme de cœur garnies de fraises et de crème fouettée. La cuisine sentait merveilleusement bon. J'ai accroché quelques ballons à la fenêtre et j'ai placé un vase de roses blanches au centre de la table. La maison avait rarement semblé aussi joyeuse. J'ai mis la vieille robe bleue qu'Arthur m'avait complimentée un jour et je me suis sentie rajeunie de quelques années. Eva a dévalé les escaliers, ses couettes blondes rebondissant, applaudissant et chantant. « C'est mon anniversaire, mamie. Tu t'en es souvenue ?» J'ai ouvert les bras et je l'ai serré contre moi. « Bien sûr, ma chérie, j'ai une surprise pour toi. » Je n'avais pas fini ma phrase qu'Isabelle est entrée en pyjama froissé, les cheveux attachés en un chignon haut. Elle a regardé autour d'elle, fronçant les sourcils, en voyant les ballons et les fraises. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça ? » Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. C'est juste un petit déjeuner pour Eva. Ça n'a pas coûté grand-chose. Ai-je répondu gentiment. Elle a ouvert le réfrigérateur, s'est versé un verre de jus d'orange, puis s'est retournée, la voix mielleuse. « Tu sais, Mathieu et moi avons déjà décidé que cette année, nous voulions lui apprendre à économiser. Pas de cadeaux chers. Nous voulons qu'elle comprenne la valeur de l'argent. » J'ai regardé Eva et j'ai vu son sourire s'éteindre. J'ai essayé de rester calme. « Ne t'inquiète pas, je n'ai pris qu'un petit cadeau, rien d'extravagant. » Isabelle a haussé un sourcil. « Petit, hein ?» J'ai souri. « Tu verras ce soir. »
Elle est restée silencieuse, mais ses yeux étaient méfiants. Je savais qu'Isabelle n'aimait pas que je fasse quoi que ce soit qui puisse la faire paraître moins bien devant les enfants. Avec elle, tout ce que je faisais avait un but caché. Cet après-midi-là, quand Mathieu a ramené les enfants de l'école, j'ai pris la clé du garage. « Eva, viens avec mamie », ai-je appelé. Elle a accouru, les yeux s'illuminant alors que je retirais le drap pour révéler le vélo turquoise scintillant. « Oh mon Dieu, il est magnifique !» a haleté Eva, presque à bout de souffle. « Il est vraiment à moi, mamie ?» J'ai hoché la tête. « Joyeux anniversaire, mon petit ange !» Elle m'a jeté les bras autour du cou, riant et pleurant en même temps. Mon cœur a fondu de bonheur, mais l'instant n'a duré que quelques secondes. La voix d'Isabelle a retenti derrière nous, froide comme l'acier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle s'est approchée, ses yeux balayant le vélo, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Je t'avais dit, maman, pas de cadeau cher. » Je suis restée calme. « Ce n'est qu'un vélo, Isabelle. » Elle en rêve depuis 1 an. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu enfreins nos règles d'éducation. Des règles ? Ai-je répété avec un petit sourire. Je ne me souviens pas que l'amour ait des règles. Elle s'est avancée, la voix basse et tranchante comme une lame. Tu as fait ça juste pour montrer aux enfants que tu es meilleure que moi, n'est-ce pas ? Isabelle, ne sois pas ridicule, intervint Mathieu. Mais sa voix était faible. Je l'ai regardée. Je l'ai fait parce que j'aime ma petite fille. C'est tout. Eva s'est agrippée à ma main, effrayée par la dispute de ses parents. Maman, s'il te plaît, je nettoierai le vélo moi-même. Je ne demanderai plus d'autres cadeaux, sanglota-t-elle. Mais Isabelle a juste soupiré, puis s'est accroupie à la hauteur des yeux d'Eva. Ma chérie, nous voulons juste que tu apprennes à apprécier les choses. Ce vélo n'est pas approprié. Mamie va le rapporter et tu comprendras pourquoi les adultes doivent économiser. Non! Eva a éclaté en sanglots. Je l'ai tenue contre moi, sentant son petit cœur battre contre ma poitrine. Ça suffit, Isabelle, ai-je dit, la voix tendue. Si tu veux donner une leçon, utilise ton propre argent, pas sa joie. Elle a juste pincé les lèvres et a sorti son téléphone. Maman, rapporte le vélo ou je le ferai moi-même. Je ne plaisante pas. Cet après-midi-là, j'ai ramené le vélo au magasin, chaque pas lourd comme une pierre. Le vent bruissait dans les arbres, faisant flotter le ruban blanc qui murmurait comme le rire d'Eva ce matin-là. J'ai jeté un dernier regard avant d'entrer et j'ai pris une profonde inspiration. Je voudrais retourner ce vélo, ai-je dit au vendeur aux cheveux bouclés. Vous êtes sûre, madame ? C'est notre dernier. Oui, la petite fille a changé d'avis. En signant le bon de remboursement, ma main tremblait tellement que l'encre a bavé. J'ai plié le reçu et l'ai glissé dans mon portefeuille. En sortant, une pluie fine a commencé à tomber. Des gouttes froides frappant mes joues, se mêlant au goût salé au coin de ma bouche. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Pas de gâteau, pas de bougies, juste le murmure de la télévision dans le salon. J'ai posé le petit gâteau que j'avais déjà acheté, un simple 4/4 à la vanille, sur la table de la cuisine et j'ai placé la carte que j'avais écrite. Joyeux anniversaire, Eva. Je t'aime pour toujours, mamie. Puis, j'ai allumé une petite bougie et je l'ai regardée se consumer, la flamme se reflétant sur la photo d'Arthur sur le mur. Tu vois ça ? Ai-je murmuré. Notre petite fille n'a pas le droit de recevoir un vélo à cause d'une leçon sur l'épargne. Je n'ai plus assez mon mot à dire dans ma propre maison. Je me suis levée, j'ai mis mon manteau et je suis sortie. La nuit d'avril était plus froide que je ne l'avais prévu. L'épicerie du coin projetait une faible lueur jaune, celle où j'achetais habituellement mon lait. Je n'avais pas de plan.
Je savais juste que j'avais besoin d'air. Le magasin était presque vide. Le propriétaire, un sympathique monsieur d'origine italienne que je connaissais bien, a souri. « Froide nuit, madame Hélène. Toujours un café ?» J'ai secoué la tête. Puis mes yeux se sont arrêtés sur le comptoir du loto à côté de la caisse. Une petite pancarte indiquait « Jackpot demain soir, 75 millions d'euros ». J'ai eu un sourire las et ironique. « Un ticket, s'il vous plaît, avec ces numéros. » J'ai lentement lu la séquence familière. 10, 14, 21, 25, 30, 41, 47. Les anniversaires d'Arthur, de moi, de Mathieu et des 2 enfants. Les numéros que je jouais depuis 20 ans. Une vieille habitude qui n'avait jamais signifié grand-chose. J'ai sorti un stylo et j'ai signé au dos. Hélène Lemoine. La vieille règle d'Arthur. Toujours signer et garder le reçu, Hélène. Les gens peuvent se disputer pour beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas falsifier une signature. J'ai souri au propriétaire, j'ai glissé le ticket et le reçu dans la poche de mon manteau. « Vous pourriez avoir un peu de chance ce soir, » a-t-il répondu. « J'espère que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. » Sur le chemin du retour, j'ai regardé les fenêtres éclairées dans l'obscurité et je me suis demandé combien de personnes à l'intérieur étaient aussi fatiguées que moi, essayant encore de croire au bien, même lorsqu'elles étaient blessées par leur propre famille. Je n'espérais pas la richesse. Je demandais une chose simple, une issue. En rentrant, j'ai posé le ticket et le reçu sur la table de la cuisine, bien en vue, comme si je déposais une prière silencieuse à l'univers. Puis, je suis montée dans la mansarde et j'ai écouté la pluie taper sur le toit. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs du jour filtraient par la fenêtre, j'ai entendu Isabelle hurler en bas, sa voix aiguë d'excitation. « Mathieu, réveille-toi maintenant, on a gagné !» Des pas précipités, puis un éclat de rire, des baisers rapides, une chaise qui grince. 75 millions. Oh mon Dieu, on a gagné 75 millions. Je me suis assise, le cœur battant. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir quel ticket il tenait. Je suis descendue sur l'escalier et j'ai regardé une scène à la fois familière et étrange. Isabelle s'accrochant à Mathieu, des larmes de joie. Le ticket tenu haut, le ticket que j'avais acheté. Je n'arrive pas à y croire. Qui aurait cru? Je l'ai juste ramassé sur la table et nos vies ont changé, cria Isabelle, vibrant d'excitation. Peut-être que quelqu'un l'a oublié, mais il est à nous maintenant. Mathieu a ri, la serrant fort dans ses bras. Je suis restée immobile dans l'escalier. Ce qui avait commencé avec un vélo retourné se transformait en une tempête que je n'avais jamais imaginée. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé les 2 personnes que j'avais soutenues pendant 7 ans danser dans ma cuisine, comme si le destin leur avait offert une récompense. J'ai fermé les yeux et je me suis dit « Reste calme, Hélène. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. » Je voulais voir jusqu'où leur cupidité les mènerait, et si, sur cette route, ils auraient assez de conscience pour réaliser que le ticket n'avait jamais été le leur. 3 jours après leur victoire, le téléphone de ma chambre de location a sonné sans arrêt à 7 heures du matin. Je n'ai pas décroché à temps avant qu'il ne sonne de nouveau, avec insistance, comme si quelqu'un était pressé par le temps. Ici, maître Guillaume Dubois, conseiller pour la Française des Jeux. Une voix de baryton calme a dit « Je dois vérifier quelques détails concernant le billet de loto enregistré au nom d'Hélène Lemoine. Est-ce le bon moment ?» J'ai fait une pause, le cœur s'accélérant. « Oui, c'est bien moi qui ai acheté ce billet. » Des papiers ont bruissé à l'autre bout du fil. Nous avons fait correspondre la signature, le numéro de série et les enregistrements de notre système. Le billet
a été enregistré sous le nom d'Hélène Lemoine, ancienne adresse à Valmont-sur-Mer. C'est exact? C'est exact. Alors, félicitations. Vous êtes la grande gagnante. 75 millions d'euros. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce qu'un étrange sentiment montait en moi. Pas vraiment de la joie, ni du choc. Plutôt comme lorsqu'une tempête, que vous voyez venir de loin, arrive enfin. Maître Dubois a poursuivi, son ton devenant sérieux. Mais je dois vous informer que des tiers ont contacté la commission, prétendant être les véritables propriétaires du billet. Une femme nommée Isabelle Cartier-Lemoine. J'ai fermé les yeux et j'ai souri. Je suppose qu'elle n'a pas oublié le nom de famille composé? Pas du tout, a-t-il dit, un peu surpris par mon calme. Elle prétend que le billet a été acheté avec les fonds du ménage et que vous, pardonnez ma franchise, n'êtes plus compétente pour gérer des actifs. J'ai laissé échapper un petit rire. Stable. Ils n'ont pas changé. Quand ils ne peuvent pas prendre quelque chose, ils essaient de convaincre les autres que je ne suis pas assez intelligente pour le garder. J'ai entendu des touches de clavier de son côté. Pourriez-vous confirmer quelques éléments afin que nous puissions protéger vos droits légaux? La signature au dos, votre numéro de carte d'identité et la preuve de l'heure d'achat? J'ai ouvert mon portefeuille et j'ai sorti le reçu que j'avais scellé entre 2 feuilles de plastique. J'ai le reçu. L'épicerie du coin de Bernard. Heure d'achat, 19h43. Vendredi 12 avril. Le numéro de série correspond au billet. J'ai aussi des copies de ma carte d'identité, et la caméra du magasin le confirmera. J'ai parlé clairement, sans la moindre hésitation. À l'autre bout, la voix de Maître Dubois s'est faite plus basse. Impressionnant, excellent. C'est suffisant pour vous affirmer comme la propriétaire légitime. Cependant, je dois vous avertir, ces gens semblent prêts à causer des ennuis. Ils pourraient propager des rumeurs selon lesquelles vous êtes confuse ou même falsifier des dossiers médicaux. J'ai soupiré, mais je n'ai pas fléchi. Ne vous inquiétez pas, je suis habituée à leur jeu d'étiquettes. Dans ma vie, on m'a collé de nombreuses étiquettes. Faible, têtue, démodée. Une de plus ne changera rien. Un silence, puis il a dit lentement « Vous êtes la personne la plus calme à qui j'ai jamais annoncé qu'elle avait gagné 75 millions d'euros. » J'ai eu un petit sourire. Parce que pour moi, le vrai gain n'est pas l'argent, c'est la vérité. Avant de terminer l'appel, il m'a rappelé. La fenêtre pour réclamer le gain est de 10 jours à partir d'aujourd'hui. Si vous en avez besoin, nous pouvons organiser une sécurité ou des conseillers financiers indépendants. Je l'ai remercié, puis j'ai dit « Je prendrai mes dispositions, mais donnez-moi quelques jours. Je veux voir jusqu'où leur comédie ira. » Après l'appel, je suis restée assise longtemps. La lumière du matin filtrait par la petite fenêtre et baignait le mur gris écaillé. Je me sentais prise entre deux mondes. D'un côté, la chambre miteuse qui sentait l'huile de friture. De l'autre, les gens qui venaient de se déclarer millionnaires avec mon argent. J'ai sorti mon vieux carnet et j'ai écrit quelques lignes. Premier jour après le gain. Je suis toujours pauvre, mais plus riche qu'eux, d'une certaine manière. J'ai encore mon amour-propre. J'ai fermé le carnet et j'ai composé le numéro de Pénélope Dubois, ma voisine depuis 30 ans. Pénélope est le genre de femme que tout le monde respecte. Sérieuse, juste et allergique aux fanfarons. « Hélène! Mon Dieu, où es-tu? Tout le quartier parle de ton gain au loto. Je suis passée plusieurs fois et je n'ai vu que ta belle-fille. Elle a dit que tu étais partie en vacances. » J'ai ri. Oui, je suis en vacances. Quelque part, sans climatisation, sans personne et avec une odeur de graisse dans les cheveux. Mais que se passe-t-il? Pénélope, j'ai besoin d'une faveur. J'ai été brève. Surveille la maison pendant quelques jours. Note les dates,
les plaques d'immatriculation, les voitures qui arrivent. Je veux voir à quelle vitesse ils brûlent l'argent. Pénélope est restée silencieuse quelques secondes, puis a demandé doucement. « Qu'est-ce que tu vas faire, Hélène ?»« Je ne vais rien faire, » ai-je dit légèrement. Je veux juste que la vérité éclate au bon moment, au bon endroit. Dans l'après-midi, je suis passée au Crédit Agricole et j'ai ouvert un petit coffre-fort. Le jeune employé m'a demandé « Que comptez-vous y déposer, madame ?»« Mon avenir, » ai-je dit, en y plaçant le reçu original, une photocopie du billet et des copies de ma carte d'identité. J'ai gardé des scans et quelques photos sur mon téléphone. J'ai appris que parfois, la justice doit être conservée dans plus d'un tiroir. En quittant la banque, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Une femme âgée aux cheveux argentés, un cardigan gris et un regard étrangement stable. Arthur me disait « Tu es douce, mais quand on te pousse, tu deviens de glace. » Aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait raison. Je suis retournée à pied et je me suis arrêtée à un café en terrasse. C'était petit, avec seulement quelques personnes lisant le journal. J'ai commandé un café noir bien chaud. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire. Samedi, 10h. Ils pensent encore que je suis faible. Ils ne savent pas que le billet a déjà parlé pour moi. Je ne fuis pas, je me prépare. Chaque mensonge est un piège et tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre qu'il se referme. Ce soir-là, quand les lumières de la ville se sont allumées, j'ai reçu le premier texto de Mathieu. « Maman, on veut te parler. Isabelle est stressée. Ne crois pas ce que disent les journaux. » Les journaux. J'ai ouvert mon téléphone et bien sûr, un site local avait publié « Un couple de Valmont-sur-Mer remporte le jackpot. Une mère âgée offre le billet à son fils, puis disparaît. » J'ai ri aux éclats. Même leurs mensonges sont maladroits, ai-je murmuré. « Félicitations, Isabelle. Tu viens d'admettre publiquement que j'ai acheté le billet. » J'ai répondu à Mathieu. « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas portée disparue. Je vois juste clairement qui est sincère et qui ne l'est pas. » Puis, j'ai éteint mon téléphone et je me suis allongée sur le lit. La pluie tambourinait contre la fenêtre. Je ne savais pas où ils étaient. Peut-être en train de visiter des manoirs, de commander une nouvelle voiture ou de planifier une nouvelle fête de millionnaires. Mais je savais une chose. Les règles avaient changé. À partir du moment où la signature Hélène Lemoine était apparue au dos du billet, ils pouvaient mentir, ils pouvaient menacer, mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité. J'ai posé ma main sur le carnet et j'ai écrit une dernière ligne avant d'éteindre la lumière. Demain, quand ils achèteront plus de voitures, plus de robes, plus de mensonges, je sourirai simplement. Parce que ce jeu ne concerne pas l'argent, il concerne le caractère. Je pensais que la cupidité ne se manifestait que lorsque les gens étaient désespérés. Il s'avère qu'elle grandit encore plus lorsqu'ils obtiennent quelque chose qu'ils n'ont jamais mérité. 3 jours seulement après le gain, Isabelle a commencé son spectacle comme une starlette. Elle a créé un nouveau compte sur les réseaux sociaux appelé « Les Lemoine chanceux ». Dans des diffusions en direct clinquantes, elle portait une robe en soie ivoire, tenait un verre de vin et souriait avec une douceur de sucre. « La vie peut être très juste », a-t-elle déclaré à des milliers de spectateurs. « Si vous faites le bien, l'univers vous enverra une récompense. » J'ai regardé cette vidéo sur mon vieux téléphone dans ma chambre de location, mi-amusée, mi-navrée. Car dans cette phrase sur l'univers qui récompense les gens qui font le bien, Isabelle insinuait que j'étais le contraire, une vieille parasite sénile vivant au crochet de ses enfants. Dans sa diffusion en direct, elle a dit « Ma belle-mère avait promis d'offrir le billet à la famille, et nous ne voulions pas l'accepter, mais elle a insisté. » Chaque phrase était conçue pour paraître reconnaissante tout en semant le doute. J'ai lu les commentaires en dessous. Tellement de chance d'avoir une belle-mère aussi généreuse.
Elle doit vraiment aimer sa belle-fille. Et celui qui m'a piqué les yeux? J'espère que la vieille dame n'essaiera pas de reprendre ce qu'elle a donné. Il ne savait pas. Il n'avait pas vu le vrai visage d'Isabelle. Mais il le verrait. Ce matin-là, Pénélope a appelé. « Hélène, tu ne vas pas le croire. Tout le quartier bourdonne à propos de ta maison. Des camions de meubles, des livraisons de fleurs, et même une Peugeot 5008 toute neuve garée juste devant. L'autocollant du concessionnaire est encore dessus. » J'ai gloussé. « Je le crois, Pénélope. Je connais même la couleur. Noir avec un éclat argenté. Modèle sport, n'est-ce pas? » Elle a éclaté de rire. « Exactement. Tu es voyante. » Pas besoin de deviner, Pénélope. Avec Isabelle, plus c'est gros, mieux c'est, tant que quelqu'un regarde. À midi, Pénélope m'a envoyé des photos. Isabelle, posant devant la porte d'entrée, tenant un bouquet de roses blanches à côté d'une pancarte qui disait « La résidence Lemoine ». Mathieu forçait un sourire à côté d'elle, tandis que les deux enfants étaient habillés en tenues blanches assorties, ressemblant plus à des mannequins de publicité qu'à des enfants. Des roses blanches. Arthur disait toujours « Rien n'est plus vide qu'une rose blanche. » Belle, mais sans parfum. Je n'ai jamais entendu de phrase plus vraie. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était Isabelle. Sa voix était douce comme du miel, rien à voir avec le ton de quelqu'un qui m'avait mise à la porte de ma propre maison. « Madame Hélène, je veux juste qu'on discute gentiment. On est une famille, n'est-ce pas ?» Je suis restée silencieuse. « À propos du billet ?» a-t-elle poursuivi. « Il y a probablement un petit malentendu. J'ai juste besoin que vous signiez une brève confirmation que ce n'est pas le vôtre. C'est seulement pour aider la banque à traiter les choses plus rapidement. » J'ai eu un petit rire. « Isabelle, quand as-tu lu le nom au dos du billet ?» La question d'Hélène peut sembler douce, mais elle est plus forte que n'importe quelle vengeance. Si vous avez déjà été mal comprise ou méprisée comme elle, resteriez-vous silencieuse ou prendriez-vous la parole comme ça? Partagez ce que vous ressentez ci-dessous. Parfois, un commentaire honnête suffit à donner de la force à quelqu'un qui traverse la même épreuve. Silence de mort à l'autre bout du fil. La pause s'est étirée si longtemps que je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Puis elle a changé de sujet. « Les gens en ligne disent que vous n'êtes pas dans une situation stable. Je m'inquiète juste que quelqu'un puisse profiter de vous. » Je l'ai interrompu. « Merci pour l'inquiétude, mais la seule personne qui ait jamais profité de moi est celle qui est au bout de ce fil. » J'ai raccroché, et quand j'ai regardé par la fenêtre, la pluie a commencé à tomber. Chaque goutte tapant sur la vitre embuée comme le signal qu'une tempête approchait. La nuit suivante, un email est arrivé de mon avocat. « Madame Lemoine, nous venons de recevoir une lettre du cabinet d'avocats Cartier Lemoine Family Holdings. Il allègue que vous n'avez pas la capacité financière et mentale de gérer des actifs et demande que la tutelle financière soit transférée à votre fils, Mathieu Lemoine. » Je n'étais pas surprise. Je savais qu'Isabelle jouerait cette carte, attaquant avec l'image de la mère sénile qu'elle avait semée en public. Pourtant, j'ai demandé « Qu'en pensez-vous, maître Dubois ?» Il a eu un petit rire sec et ironique. « Je pense que c'est une mauvaise stratégie. Ils ne comprennent pas la loi. Votre signature, le reçu original, les données d'achat, tout est solide. S'ils insistent, ils se causeront des ennuis. » Alors laissez-les continuer, ai-je dit. Plus ils marchent, plus ils laissent d'empreintes. Le lendemain, Pénélope a de nouveau appelé, la voix basse, presque un murmure. « Hélène, je les ai entendus se disputer tout l'après-midi. » Mathieu a crié « Arrête ça, c'est ma mère !» Et Isabelle a hurlé « Pas question, si tu ne prends pas mon parti, tu perds tout. » J'ai fermé les yeux. L'image de Mathieu m'est apparue. Le petit garçon qui pédalait autrefois dans le jardin,
qui promettait « Je te protégerai toujours, maman ». Maintenant, il était coincé entre sa mère et une femme qui lui drainait l'âme. Je ne lui en voulais pas. J'étais juste triste. Parfois, l'amour peut rendre aveugle. J'ai allumé une petite bougie et je l'ai placée près de la photo d'Arthur sur la table. La lumière baignait son visage doux et stable, comme avant. « Tu vois ça, Arthur ?» ai-je murmuré. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je ne baisse plus la tête. Je me tiendrai droite, même si je suis seule. » Je suis restée longtemps assise à regarder la flamme trembler. Chaque fois qu'un courant d'air passait par le cadre de la porte, la flamme vacillait, mais ne s'éteignait pas. J'y ai vu mon reflet, peut-être chancelant, mais toujours brillant. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit sur une nouvelle page. Le matin suivant, juste après le lever du soleil, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Mathieu. Sa voix était basse, fatiguée, comme celle de quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Il a commencé par des banalités, demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai écouté en silence, sentant le poids de ce qu'il n'osait pas dire. Finalement, il a craqué. « Maman, le billet, tu l'as vraiment acheté ?» La question flottait entre nous, fragile et lourde. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de 7 années de silence se dissiper. « Oui, Mathieu, je l'ai acheté, je l'ai signé, et j'ai le reçu. » Il y a eu un long silence à l'autre bout, seulement le bruit de sa respiration saccadée. Je l'imaginais, la main sur le front, le regard perdu. « Oh mon Dieu !» a-t-il finalement murmuré. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» « Ce n'est pas « on », Mathieu, c'est « vous », ai-je corrigé, ma voix ferme, mais pas cruelle. « Vous avez fait un choix. » Sa voix s'est brisée. « Isabelle, elle a tout organisé. Elle est allée voir un avocat, elle a ouvert un compte pour les fonds en attente. Elle a dit que c'était pour nous protéger, pour s'assurer que l'argent reste dans la famille. » J'ai laissé échapper un rire sans joie. Se protéger? Ou se l'approprier? Il y a une différence. Il a continué, la voix pleine de panique. Elle a déjà dépensé de l'argent. Beaucoup. Elle a versé des acomptes sur des voitures, un manoir sur l'île de Ré. Comment a-t-elle pu faire ça si l'argent n'a pas encore été versé? Ai-je demandé, sentant un froid glacial m'envahir. Elle a obtenu une ligne de crédit auprès de la banque en utilisant le billet comme garantie. Ils ont dit que les fonds arriveraient bientôt. Je suis restée assise sur la vieille chaise en plastique et j'ai écouté, chaque mot me coupant comme une lame. Alors, j'ai demandé doucement. « Tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas ?» Mathieu est resté silencieux. Je pensais qu'il trouverait des excuses, mais il ne l'a pas fait. Juste un soupir et un léger bruissement, comme s'il se passait la main dans les cheveux. J'ai fermé les yeux. « Mathieu, pendant 7 ans, qui a payé la facture d'électricité, l'eau, l'assurance, la scolarité des enfants ?» Pas de réponse. J'ai répété plus lentement. « Qui, Mathieu ?» Après quelques secondes pesantes, il a dit doucement. « Toi. »« C'est ça ?» ai-je dit. « Moi. La personne que vous avez dit vivre à vos crochets. Celle qui a été jetée hors de sa propre maison. Celle qui a été étiquetée comme incompétente. Et maintenant, tu appelles pour demander si le billet est à moi. » La voix de Mathieu tremblait. Je ne savais pas qu'Isabelle ferait ça. Elle a dit qu'elle pensait que tu ne le reprendrais pas. J'ai eu un petit rire amer. Elle ne me comprend pas, Mathieu. Je peux pardonner d'être pauvre. Je ne peux pas pardonner la tromperie. J'ai fait une pause, puis j'ai dit lentement. « Tu veux parler ? D'accord. Viens où je suis. Aujourd'hui, 14 heures. »
Mathieu est resté silencieux. J'ai entendu un moteur démarrer de son côté. « Maman, je viendrai. »« Bien, » ai-je dit. « Mais apporte la vérité. Pas de cadeau, pas d'excuses, juste la vérité. » Après l'appel, j'ai regardé autour de ma petite chambre. Pas chic, pas bien rangée, mais le seul endroit qui m'appartenait encore. La table en bois écaillé, le vieux rideau beige, la chaise en plastique légèrement de travers où j'écrivais chaque nuit. J'ai essuyé la poussière de la chaise, j'ai stabilisé ses pieds, puis j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air du matin, avec son mélange d'huile de friture et de café du restaurant d'en bas. Cette odeur me dérangeait avant, mais aujourd'hui, elle me faisait me sentir vivante, comme si j'étais revenue à un vrai rythme de vie. Plus besoin de feindre la gentillesse pour faire plaisir à qui que ce soit. Avant l'heure du rendez-vous, le téléphone a de nouveau sonné. C'était l'avocat, maître Dubois. « Madame Lemoine » a-t-il dit, « j'ai obtenu pour vous un créneau de vérification d'identité et de réclamation du gain. 15 heures demain au bureau principal. Veuillez arriver 15 minutes à l'avance. » J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. « Merci, Guillaume, c'est presque terminé. » « Voulez-vous que nous alertions la presse ? Dans les cas comme le vôtre, les médias sont très intéressés. » J'ai répondu, « Pas encore. Je veux que quelques personnes connaissent la vérité avant que le monde entier ne le sache. » Après l'appel, j'ai préparé une théière de menthe poivrée. Le parfum frais a rempli la pièce, se mêlant à la douce lumière de midi. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une ligne de plus. Lundi, 6h45. Mon fils a demandé « As-tu acheté le billet ?» J'ai répondu « Oui. » Peut-être que ce matin, pour la première fois en 7 ans, il a entendu la vraie voix de sa mère. J'ai fermé le carnet et je l'ai posé à côté de la tasse. Au mur, une vieille photo de famille était légèrement de travers. On y voyait moi, Arthur et Mathieu à 5 ans, devant la première maison que nous avions achetée. La lumière du soleil éclairait nos visages, brillants et paisibles. J'ai touché le cadre délavé. « Arthur » ai-je murmuré. « Si tu étais là, que ferais-tu ? Lui pardonnerais-tu » Je me suis répondu en silence. « Peut-être que tu le ferais. Moi, non. » J'ai versé plus d'eau dans la théière et la vapeur a embué la fenêtre. Chaque perle sur la vitre reflétait un souvenir. Le premier jour d'école de Mathieu et le déjeuner que j'avais préparé. Arthur riant, disant que le garçon lui ressemblait trait pour trait. Puis les funérailles, la pluie battante, et moi, seule, regardant le cercueil descendre. Ce jour-là, j'ai promis de protéger notre fils à tout prix. Mais il s'avère que parfois, protéger signifie le laisser affronter ses propres erreurs. Il n'était même pas encore 14 heures, mais j'étais prête. J'ai mis la table, disposé 2 tasses de thé et une petite assiette de biscuits. Rien de sophistiqué, juste mon habitude. Les personnes âgées comme moi ont tendance à rendre les choses confortables avant les conversations sérieuses. J'ai ouvert la fenêtre en grand pour que la lumière tombe sur la nappe et que la pièce paraisse moins lugubre. Dehors, la circulation s'intensifiait. J'entendais des enfants rire dans la rue et une dame âgée saluer les clients du café d'en face. La vie continuait comme si de rien n'était, alors que je me préparais pour la confrontation la plus importante de ma vie, non pas dans un tribunal, mais avec le fils que j'avais mis au monde. J'ai regardé l'horloge. 13h47. Ce n'était pas encore l'heure, mais mon cœur battait plus fort, non pas de peur, mais pour me maintenir stable. Je voulais que Mathieu voie clairement. Sa mère n'est pas la femme faible et confuse qu'Isabelle a dépeinte. Je voulais que chaque mot que je dirais porte le poids d'une vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer. Une brise a traversé la pièce, emportant l'odeur de menthe sur le porche. Je me suis assise, j'ai posé ma main sur mon carnet et je me suis dit
Si tu choisis la conscience, je te sauverai. Si tu choisis le silence, laisse la loi faire le reste. J'ai légèrement tourné la tasse de thé et j'ai regardé les petites ondulations se propager à la surface. Chaque cercle, un symbole de 7 années de pression, 7 années d'endurance, 7 années d'amour inconditionnel. Maintenant, chaque cercle se fondait dans le suivant, laissant la surface immobile comme mon cœur avant la tempête. Encore 1 heure et Mathieu franchirait cette porte. Je me suis dit, cette fois, tu ne rencontreras pas seulement ta mère, tu rencontreras la femme que toi et ta femme avez réveillée, la femme que vous n'auriez jamais dû sous-estimer. J'ai pris la première gorgée de thé, la chaleur glissant dans ma gorge. La lumière du soleil s'est inclinée sur le vieux mur, laissant une douce bande de lumière comme une promesse. Dehors, une légère brise a effleuré le cadre de la fenêtre, et le carillon a émis un doux tintement. J'ai regardé la chaise vide en face de moi, et j'ai dit à voix haute, « Fils, j'attends. » On a frappé à 14 heures précises, ni en avance, ni en retard. Je me suis levée, pas nerveuse, mais étrangement comme si j'allais présider une audience. La porte s'est ouverte. Mathieu se tenait là, pâle, les cheveux en désordre, les yeux cernés. Il a balayé du regard la chambre miteuse, le plafond taché, le lit simple de travers, l'humidité dans le coin, puis a posé les yeux sur moi, la voix tendue. « Je suis désolée, maman. » Juste 4 mots, mais je savais qu'il avait traversé une longue nuit pour les prononcer. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait un geste vers la chaise que j'avais essuyée ce matin. « Assieds-toi, Mathieu. Cette pièce n'est pas jolie, mais au moins, elle est à moi. » Il a baissé la tête, évitant mon regard. La faible lumière à travers la fenêtre projetait nos silhouettes sur le mur taché, 2 figures proches et pourtant lointaines. Moins de 5 minutes plus tard, Isabelle est arrivée, ses talons claquant sèchement sur le béton. Un parfum sucré et entêtant a submergé l'odeur persistante de friture d'en bas. Elle est entrée, a scanné la pièce et a souri avec mépris. « C'est douillet, n'est-ce pas ?» J'ai calmement posé ma tasse. « C'est chaleureux parce qu'il n'y a pas de mensonge ici, Isabelle. » Elle a haussé les épaules, s'est perchée sur le bord du lit et a sorti son téléphone comme si elle était à une réunion de luxe. Mathieu la regardait, puis moi, mal à l'aise. J'ai décidé de ne pas faire durer la comédie. « Je serai brève, » ai-je dit. Ce matin, l'avocat de la Française des Jeux l'a confirmé. Le nom sur le billet est Hélène Lemoine. Le compte pour le paiement est établi. L'argent arrivera dans les 24 heures. La pièce est devenue silencieuse. Mathieu a dégluti. Après quelques secondes, Isabelle a eu un rire pincé. « Alors, tu comptes tout garder ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Je compte garder ce qui est à moi. » Mathieu a levé une main. « Maman, je ne suis pas venue pour me battre. Je pensais juste qu'on pourrait peut-être trouver un accord, comme un arrangement familial, pour que personne n'ait à aller au tribunal. » J'ai souri légèrement, une tristesse de 7 années enfouie derrière ce sourire. « Un accord, Mathieu. Je fais des accords depuis 7 ans. J'ai fait un accord en me taisant quand on m'insultait. J'ai fait un accord en payant la facture d'électricité quand tu étais au chômage. J'ai fait un accord en gardant les enfants toute la journée pendant que ta femme me traitait de parasite. Et l'accord final, te laisser jeter mes affaires par la fenêtre sans rien dire. » Mathieu fixait ses genoux. Isabelle s'est redressée, l'expression neutre. Elle a eu un léger rire scénarisé. « Tu te méprends. Je pense juste que si nous coopérons, tout le monde y gagne. On pourrait t'acheter une grande maison. Tu pourrais vivre avec nous. Avoir ta propre suite privée, ta petite cuisine, ta salle de bain, tout le confort. » J'ai levé la tête, la voix froide comme l'acier.
Une suite privée dans votre domaine? C'est ça, a dit Isabelle rapidement, pensant que j'avais cédé. Calme, aéré, privé, juste pour toi. Je l'ai regardée, laissant mes yeux s'attarder sur ce faux sourire. Ça ressemble plus à un chenil au fond du jardin qu'à la chambre d'une mère. Elle s'est figée, le sang se retirant de son visage. Mathieu a commencé à parler, mais j'ai levé une main. Avant de parler de coopération, j'ai besoin de réponses, des réponses courtes. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un papier plié, le journal des dépenses que j'avais tenu pendant 7 ans. Je l'ai posé sur la table. Première question, ai-je dit, les yeux sur Isabelle. Qui a jeté mes affaires par la fenêtre ce matin-là? Elle a levé les yeux au ciel. Tu sais, je me suis juste un peu emportée. Donc, tu l'admets? L'ai-je coupé. Deuxième question. Qui m'a traité de parasite? D'inutile? Elle a eu un sourire amer. Que veux-tu? Des excuses? Je veux la vérité. Et si tu as besoin d'un rappel, Mathieu était juste là. Il peut confirmer. Mathieu a pris une inspiration, la voix tremblante. Maman? Oui. Isabelle l'a dit. J'ai tout entendu. Isabelle s'est tournée brusquement vers lui, les yeux flamboyants. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité, a dit Mathieu, et pour la première fois depuis des années, il y avait un peu de courage dans son ton. La petite pièce semblait tendue comme un fil. Les mains d'Isabelle étaient crispées, blanches. J'ai continué, calme mais clair. Merci Mathieu, tu as enfin dit ce que tu aurais dû dire il y a 7 ans. J'ai déplié le papier et j'ai lu, ligne par ligne. Facture d'électricité, 118 € par mois, pendant 7 ans. Eau, environ 42 €. Réparation du toit, en 2018, 1400 €. Frais de scolarité d'Eva et Michael, un total de 18 600 €. Courses, médicaments, produits aménagés, je ne peux même pas compter. J'ai replié le papier et je l'ai posé. Tout ça, avec ma pension? Je ne dis pas ça pour récupérer l'argent. Je vous rappelle que ces chiffres sont la preuve de ma gentillesse, pas d'une obligation. Sans issue possible, Isabelle a commencé à s'effriter. Tu te prends pour une sainte? Tu donnes, et maintenant tu tiens les comptes. Si tu ne signes pas un acte de transfert, je te poursuivrai pour fraude aux actifs. Mathieu a tressailli. Isabelle, arrête. Mais j'étais déjà debout, plus calme que je ne l'aurais cru. J'ai montré la porte, encore légèrement ouverte. Tu es libre de partir, Isabelle. Pas de menaces, pas de cinéma. Le tribunal n'est pas loin. La vie t'apprendra pour moi. Elle s'est levée d'un bond, les yeux brûlants. Tu vas le regretter? Non, c'est toi qui le regretteras. L'ai-je coupé. Quand tu apprendras que l'argent ne peut pas acheter une seule seconde de paix. Quand les enfants commenceront à demander pourquoi mamie n'est plus à la maison, quand ton mari arrêtera de baisser la tête, alors tu sauras qui est vraiment pitoyable. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Son visage est passé du rouge au blanc. Puis, sans un mot, elle s'est tournée, ses talons martelant le sol, et la porte a claqué comme un coup de marteau. Silence à nouveau. Juste moi et Mathieu. Il a baissé la tête très bas. Maman, je ne sais pas quoi dire. J'ai laissé les choses aller trop loin. J'ai regardé mon fils, son visage émacié, mais pour la première fois depuis des années, ses yeux contenaient un peu d'honnêteté. Souviens-toi juste, ai-je dit, bas mais doucement. Chaque erreur a un prix. Le seul prix que je veux de toi, c'est la vérité. Il a hoché la tête, les yeux humides. Peux-tu me pardonner? J'ai soupiré doucement. Le pardon n'est pas l'oubli, Mathieu. C'est se souvenir et choisir de ne pas se venger. Je me suis levée et j'ai posé une main sur son épaule. Maintenant, va t'occuper des enfants. Demain, je réclamerai l'argent. Après ça, nous reparlerons, si tu veux encore une mère.
Mathieu m'a serré la main, puis est parti. Quand la porte a cliqué, la pièce est tombée dans le silence. Je me suis assise et j'ai regardé les 2 tasses de thé, l'une encore chaude, l'autre refroidie. Je savais que la ligne entre nous était comme ces 2 tasses. Autrefois le même parfum, plus le même moment. J'ai allumé une autre bougie et j'ai écrit dans mon carnet. Cet après-midi, la chambre de location est devenue un tribunal. Pas de juge, pas de jury, juste la conscience. Ce soir-là, Mathieu est revenu. Isabelle n'était pas avec lui. C'était juste lui, chemise froissée, les yeux rouges de manque de sommeil. J'étais au même endroit, à la petite table en bois avec 2 tasses de thé. Comme si le temps ne s'était pas écoulé depuis l'après-midi orageux, il s'est tenu à la porte, ne sachant par où commencer. Je lui ai fait signe de s'asseoir et j'ai dit doucement : « Tu n'as plus besoin de t'expliquer, Mathieu. Je comprends. Maintenant, je veux parler de l'avenir et des conditions pour qu'il existe. » Il a hoché la tête, les mains serrées jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai versé du thé et j'ai glissé la tasse vers lui. « Je vais t'aider, » ai-je commencé. « Mais pas pour toi, pour Eva et Michael. » Il a levé les yeux, l'espoir et la honte se mêlant dans son regard. J'ai parlé lentement, chaque mot clair. Vous avez versé des acomptes sur des voitures, une maison et des luxes stupides dont je n'ai jamais eu besoin. Je peux couvrir ces dettes. Considérez cela comme une protection pour les enfants contre le chaos financier créé par leurs parents. Mathieu a commencé à me remercier, mais j'ai levé une main. Ne me remercie pas encore. J'ai dit que j'aiderais, pas que je pardonnerais. Chaque aide vient avec des conditions, et tu dois comprendre que le pardon n'est pas une carte de sortie de prison. Je l'ai regardé dans les yeux, ma voix s'abaissant. Première condition. Tu mets fin à ce mariage toxique. Pas de demi-mesure, pas de procrastination. Si tu laisses Isabelle t'entraîner vers le bas, je retirerai tout soutien. Je ne financerai personne qui choisit de vivre dans la boue. Mathieu s'est immobilisé. J'ai vu ses épaules trembler, mais il n'a pas objecté. Deuxième condition, ai-je poursuivi, tu t'excuses publiquement, sur le perron de la maison, devant les voisins qui t'ont vu laisser ta femme m'humilier. Pas pour que je me sente bien, mais pour que tu apprennes la responsabilité par l'action, pas par les larmes. J'ai fait une pause, j'ai pris une gorgée, puis j'ai dit la dernière partie, la plus difficile pour lui. Troisième condition, tu suis une thérapie pour père célibataire. Non pas parce que je te crois faible, mais parce que tu dois réapprendre à être un père. Eva et Michael méritent un exemple décent, pas un mari qui reste silencieux quand on insulte leur mère. L'air semblait épais. Mathieu n'a pas parlé pendant 1 minute entière. Puis il a expiré, la voix faible, comme s'il avait peur de réveiller quelqu'un. Et Isabelle ? J'ai regardé vers la fenêtre. Les lampadaires se reflétaient sur la vitre, projetant un or froid dans la pièce. Elle fera ce que les gens comme elle font toujours. Crier, accuser, menacer, et je la laisserai faire. Mais si elle veut se battre, je suis prête. Comme par un signal, des coups secs et rapides ont frappé à la porte. Je n'ai pas eu besoin de deviner qui c'était. La porte s'est ouverte et Isabelle est entrée, toujours belle, mais avec des yeux troubles, les bras croisés. Elle a laissé échapper un rire acéré. « Parfait, maman et fils complotent à nouveau. » Mathieu s'est levé. « Isabelle, je t'avais dit de rester à la maison. » « À la maison pour que tu la laisses te laver le cerveau ?» Elle s'est tournée vers moi, un sourire enroulé et méprisant. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui enseignes la conscience ? Ou est-ce du chantage affectif ?» Je suis restée calme, ne laissant aucun de ces bruits me troubler. « Je fixe les conditions du pardon, Isabelle. Et tu, malheureusement,
n'est pas sur la liste. Oh, vraiment? Elle a arqué un sourcil, la voix plus aiguë. Tu penses pouvoir contrôler mon mari pour toujours? Je prendrai la garde exclusive et la moitié des biens. J'ai des droits légaux et je connais la loi. J'ai eu un petit sourire et j'ai répondu d'un ton égal, pas plus fort qu'une conversation. Alors poursuis-moi en justice, Isabelle. Mais souviens-toi, n'utilise pas mon argent pour payer ton avocat. Le silence s'est étiré. Dans ses yeux, j'ai surpris une lueur de confusion. Peut-être la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui n'avait pas peur. Mathieu s'est tourné, a posé une main sur mon épaule et a dit, la voix rauque: Maman, je te choisis, toi et les enfants. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, ni dit plus. J'ai juste hoché la tête. Les vieux mots d'Arthur résonnaient dans ma tête. Un homme grandit quand il fait face aux conséquences. Mathieu avait franchi cette ligne et je le laisserai la parcourir lui-même. Isabelle a regardé son mari, les yeux cerclés de rouge. Tu le regretteras. Mathieu n'a pas répondu. Son silence était la réponse qu'elle refusait d'accepter. Elle a tiré la porte, le métal claquant contre le mur. Je ne laisserai pas passer ça. Vous perdrez tout. Sa voix s'est brisée, partagée entre la haine et la peur. Je l'ai juste regardé partir et j'ai dit, la voix basse: Non, Isabelle, c'est toi qui perds, parce que tu as jeté la seule chose que l'argent ne peut pas acheter, le respect. Elle a répliqué sèchement: On se verra au tribunal. Je n'ai pas peur. J'ai souri, léger comme une brise. Bien, parce que cette fois, le tribunal ne demandera pas seulement qui a raison. Il demandera qui a oublié comment être humain. Isabelle a tourné les talons. Ses talons hauts martelaient les escaliers en métal, résonnant coup par coup, comme un compte à rebours avant une tempête juridique imminente. Je suis restée assise et j'ai écouté jusqu'à ce que le son s'estompe, ne laissant que le silence. Mathieu s'est effondré sur la chaise, la tête dans les mains. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par tenir ta parole, ai-je dit. Demain, va t'excuser auprès de Pénélope et des voisins qui ont tout vu. Raconte tout, sans excuse. Et à partir de maintenant, tu paieras ton propre loyer, tes propres frais de scolarité, chaque dernière facture. Je peux aider, mais je ne te financerai plus. Il a hoché la tête. Dans ses yeux rougis, j'ai vu une faible lueur, non pas celle de quelqu'un de pardonné, mais de quelqu'un qui commence à comprendre ce que signifie recommencer. Je me suis levée et j'ai rempli à nouveau son thé. Bois-le pour te souvenir du goût de la vérité. Amer au début, pur après. Mathieu a pris une petite gorgée et a fait un léger signe de tête. Je comprends, maman. Doucement, j'ai répondu. Non, Mathieu, tu apprends à comprendre. Quand il est parti, la nuit de Valmont-sur-Mer s'est enfoncée dans une brume épaisse. Je suis restée à la fenêtre et j'ai regardé ses phares disparaître au coin de la rue. Sur la table, mon carnet était ouvert à une page à moitié écrite. J'ai pris mon stylo et j'ai ajouté: Ce soir, mon fils a choisi ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Le pardon vient avec des conditions, parce que l'amour n'est pas un serviteur. Le claquement des talons d'une menteuse porte loin, mais à la fin, le silence l'emporte. J'ai posé le stylo et j'ai soufflé la bougie. Dans le noir, seul le lampadaire encadrait la fenêtre et me renvoyait mon visage. Fatigué, mais en paix. Demain, la bataille juridique commencerait. Mais cette fois, je ne serai pas seule. Le lendemain après-midi, le soleil a enfin percé à travers les nuages de Valmont-sur-Mer après des jours de grisaille. La lumière scintillait sur les feuilles mouillées de pluie comme des guirlandes. J'ai mis un cardigan beige et j'ai pris mon petit sac.
À l'intérieur se trouvait le billet de loto plié, la copie du reçu et ma carte d'identité. Tout ce que j'avais préparé la veille. Maître Guillaume Dubois est arrivé pile à l'heure. Il a ouvert la portière de la voiture, toujours aussi courtois. « Prête, Hélène ?» J'ai souri. « Je suis prête depuis 7 ans, Guillaume. Aujourd'hui, je ne fais que réclamer ce qui est juste. » Nous sommes arrivés au bureau de la Française des Jeux à 15h15. Le siège se trouvait dans un élégant immeuble en verre, des reflets bleu ciel parcourant sa façade. Alors que nous passions l'entrée, le doux déclic de la porte automatique a semblé ordinaire. Mais pour moi, c'était une serrure qui s'ouvrait sur un tout nouveau chapitre. À l'intérieur, un employé nous a conduits à une salle de vérification. Une femme d'âge mûr en tailleur gris est sortie pour nous accueillir, se présentant comme la responsable des dossiers des grands gagnants. « Êtes-vous la propriétaire du billet gagnant numéro 78 AMPP 139 ?» « Oui, » ai-je dit en sortant le billet de sa pochette en plastique et en le posant délicatement sur la table. Gantée, elle l'a inspecté sous une lumière spéciale, a fait correspondre la signature et le numéro de série, puis a affiché les images de sécurité de l'épicerie du coin de Bernard, le magasin où j'avais acheté le billet le jour de l'anniversaire d'Eva. L'écran montrait une femme aux cheveux argentés dans un manteau marron signant le dos du billet. Pas besoin de zoom. Je savais que c'était moi. Maître Dubois m'a fait un signe de tête. L'employé a dit « La signature correspond parfaitement. Le billet est valide. Nous allons le sceller et traiter le paiement aujourd'hui. » J'ai expiré, non pas de soulagement, mais de libération. Après la vérification, ils ont présenté les options de paiement. J'ai étudié la liste et j'ai dit clairement « J'aimerais une partie initiale maintenant, assez pour couvrir les besoins immédiats. Le reste ira dans une fiducie nommée la fiducie Arthur et Hélène Lemoine. » L'employée a semblé un peu surprise. « Vous voulez créer une fiducie dès maintenant ?» Oui, j'ai perdu un mari honnête et j'ai donné ma vie à notre famille. Cette fiducie est ma façon de préserver la partie la plus pure de cette vie. Maître Dubois a souri. Je finaliserai les documents de la fiducie aujourd'hui. Ce sera une fiducie privée. Pas de nom public, pas d'accès aux médias. J'ai hoché la tête. Exactement. J'ai eu assez de bruit. Je veux du calme, pas les projecteurs. Quand tout a été terminé, Maître Dubois a posé le dossier sur la table. Voulez-vous que je soumette également la déclaration de Madame Pénélope Dubois? J'ai son témoignage manuscrit détaillant comment Isabelle et Mathieu ont commencé à dépenser avant même que les fonds n'arrivent. J'ai eu un petit sourire. Oui, pas seulement pour moi, mais pour la vérité. Je veux que le dossier montre que la gentillesse n'est pas de la stupidité. Maître Dubois a déposé l'ensemble complet. Déclaration, reçu, preuve vidéo et confirmation bancaire. La responsable a examiné, signé et scellé. « Félicitations, Madame Lemoine », a-t-elle dit chaleureusement. Une dernière étape. Le premier virement sera effectué dans les 48 heures. La fiducie deviendra active dès son approbation. J'ai tenu le reçu et j'ai lu la ligne imprimée. Bénéficiaire? Hélène Lemoine. Une feuille, 12 lettres, mais la preuve de l'honneur d'une femme autrefois traitée de parasite. Sur le chemin du retour, Maître Dubois a demandé « Des projets pour la première dépense? Je veux ouvrir une fiducie d'éducation distincte pour les enfants, Eva et Michael. » Bien, a-t-il dit. Je peux vous aider à fixer des conditions contraignantes. Je n'ai qu'une seule exigence, ai-je dit. Ils pourront y accéder à 18 ans avec une preuve de scolarité. Personne, y compris Mathieu, ne pourra retirer d'argent avant. Aucun adulte ne touchera à cet argent. Pas même moi. Maître Dubois m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Vous savez, Hélène,
Très peu de grands gagnants pensent aussi loin. La plupart ne pensent qu'à dépenser. J'ai souri. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que l'argent n'a d'importance que lorsqu'il reste là où il doit être. Ce soir-là, j'ai signé un bail pour une petite maison près de la baie de la Seine. C'était calme, avec un porche face à l'eau et un petit jardin. J'ai versé un acompte pour refaire la cuisine et j'ai demandé un treillage de rosiers grimpants, du genre que Arthur cultivait autrefois à l'ancienne maison. L'entrepreneur a demandé « Quelle couleur ?» Des fleurs d'été rouge velours avec un parfum puissant. Ai-je dit. Je veux ouvrir la porte chaque matin et me souvenir de lui non pas avec des larmes, mais avec un parfum. J'ai payé, puis j'ai quitté le bureau de location. En passant devant la baie, l'eau a capté l'orange du soleil couchant. Un instant, je me suis vue, une femme autrefois chassée de sa maison, marchant sur le chemin de sa propre liberté. La nuit est tombée. Je suis retournée dans l'ancienne chambre pour finir mes bagages. Mon téléphone a sonné, un email d'Isabelle. Sujet : avis juridique et avertissement de santé. Je l'ai ouvert. Un long paragraphe et une pièce jointe, un rapport médical falsifié à mon nom, affirmant que j'avais d'importantes pertes de mémoire et que je n'avais pas la capacité de gérer mes finances. Elle ne comprenait toujours pas que la partie était terminée. Je l'ai transféré à Maître Dubois en moins de 5 minutes. Il a appelé « Hélène, elle vient de commettre une grave erreur. C'est de la diffamation avec des documents fabriqués. Je vais envoyer une mise en demeure formelle et l'avertir que si elle continue, nous la poursuivrons en justice pour diffamation et usage de faux. » Calme, ai-je dit. Guillaume, vous voyez, les gens ne mentent que lorsqu'ils ont peur de la vérité. Il a gloussé. Vous avez raison, mais maintenant, la loi est de votre côté. Laissez-moi m'occuper du reste. J'ai hoché la tête et j'ai fermé mon téléphone. Une brise marine s'est glissée par la fenêtre fissurée, douce et salée. Je me suis assise sur le lit, les épaules se détendant enfin après des mois de tension. J'ai pensé à demain, le jour où je serai officiellement la gagnante de 75 millions d'euros. Mais cela ne m'émouvait plus. Ce qui m'apaisait le plus, c'était de prouver que je n'étais pas folle, pas faible, et que je n'avais besoin de personne pour définir ma valeur. J'ai regardé la photo d'Arthur sur la table, ses yeux toujours aussi gentils et profonds. Tu vois, mon amour, ai-je murmuré. Je l'ai fait, j'ai continué à signer de mon propre nom, comme tu me l'avais dit. Je me suis allongée et j'ai laissé le vent de la nuit jouer avec le rideau. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de choses qui se brisent. Seulement le bruit lointain des vagues et une paix comme de vieux bras autour de moi. Ce soir, j'ai arrêté de fuir la peur parce qu'elle s'est transformée en preuve de détermination. Mai a apporté les vents humides de la Normandie. Le matin, la ville était drapée d'un fin voile froid. Un de ces matins, j'ai reçu la convocation du tribunal. Isabelle Cartier-Lemoine avait officiellement déposé une plainte. Le motif, tel qu'énoncé, était de demander la garde et la détermination du tuteur légal pour les mineurs Eva et Michael. La plainte faisait près de 100 pages. Elle m'accusait de manipuler Mathieu avec les gains du loto, de l'influencer psychologiquement pour briser la famille, et de ne pas avoir la capacité de contrôler un grand actif, créant un risque d'abus financier. J'ai lu chaque ligne, mi-riant, mi-soupirant. Elle n'arrêtait toujours pas. Au lieu de baisser la tête et de faire amende honorable, Isabelle a choisi la voie préférée des perdants. Échanger les rôles de victime et de coupable. Maître Dubois a soulevé le dossier et a haussé un sourcil. Elle a oublié qu'elle laisse une trace. Ce procès ne va pas seulement échouer, il va l'exposer complètement. J'ai hoché la tête.
Je n'ai pas besoin d'une victoire éclatante, Guillaume. Je veux juste que tout soit vu à la lumière du jour. 2 semaines plus tard, la première audience a eu lieu. La juge était Martine Chevalier, une femme dans la cinquantaine avec un regard perçant et une voix égale. Quand je suis entrée, elle m'a regardée non pas avec pitié, mais avec le respect silencieux réservé à quelqu'un qui a trop enduré. Isabelle était assise de l'autre côté de l'allée, dans une robe blanche impeccable, une coiffure parfaite, un maquillage soigné. Elle tenait la main de Mathieu, mais ses yeux étaient ni-baissés. Je savais que cette prise n'était plus de l'amour. C'était une chaîne. La juge Chevalier a commencé par évaluer les conditions de vie. L'assistante sociale a rapporté « L'ancienne chambre louée par Madame Lemoine est décrite comme propre et sûre, bien que modeste. La nouvelle maison de la baie de la Seine a été inspectée. Propre, confortable, adaptée à une personne âgée, avec de l'espace pour les enfants. Le domicile de Monsieur Mathieu Lemoine est actuellement bien entretenu, avec un plan stable pour les 2 enfants. En revanche, la résidence de Madame Isabelle Cartier-Lemoine est sous une hypothèque impayée et a un historique de plainte pour bruit et tapage. » Isabelle a essayé d'intervenir, la voix montant dans les aigus. « Je travaille seulement à domicile et il ne peut pas élever les enfants seuls. » La juge Chevalier a levé une main. « Vous aurez votre tour ?» Ensuite sont venus les témoins. Pénélope Dubois s'est présentée à la barre avec un petit carnet élimé. Elle a raconté avoir entendu Isabelle m'insulter. Les nuits où je sortais discrètement les poubelles, les factures que je payais. Quand la juge a demandé pourquoi elle s'en souvenait si clairement, Pénélope a dit « Parce que j'ai vu une femme maintenir une famille unie avec gentillesse et se faire mettre à la porte par les mêmes personnes. » Puis, 2 autres voisins ont parlé. Suivi par le gérant de l'épicerie du coin, qui a confirmé que j'avais acheté le billet, l'avait signé et gardé le reçu. Finalement, Maître Dubois a diffusé la vidéo de la caméra du Porsche de Pénélope. Isabelle, jetant mes affaires par la fenêtre en criant « Va mourir dans un F-pad !» La salle d'audience est devenue silencieuse. Isabelle a baissé la tête. Mathieu tremblait, les larmes coulant. La juge Chevalier a tapé doucement le marteau, la voix stable. « Madame Cartier-Lemoine, le tribunal a examiné ceci. L'abus verbal, le contrôle et la diffamation d'une personne âgée, même sans violence physique, constituent un abus psychologique grave. » Isabelle a éclaté en sanglots. J'étais juste stressée. « Le stress n'excuse pas l'humiliation, » a dit la juge fermement. Quand ce fut le tour de Mathieu, je n'ai pas regardé mon fils. J'ai juste écouté. Il a présenté un plan pour sa vie de père célibataire, les emplois du temps scolaire d'Eva et Michael, un budget détaillé, la preuve qu'il s'était inscrit à une thérapie parentale. La juge a demandé « Avez-vous la capacité financière de vous occuper des 2 enfants ?» Mathieu a répondu « Oui, votre honneur. J'ai repris le travail à plein temps. Ma mère a créé une fiducie d'éducation pour les enfants, mais elle ne se mêle pas de ma vie personnelle. » Cette phrase m'a fait détendre un peu les épaules. Après toutes ces années, il savait enfin dire quelque chose d'honnête, sans se dérober. Quand ce fut mon tour, la juge a demandé « Madame Lemoine, avez-vous quelque chose à dire sur la garde ?» Je me suis levée, j'ai regardé autour de la salle et j'ai dit lentement « Je ne suis pas ici pour gagner ou perdre. Je veux juste que mes 2 petits-enfants soient en sécurité et grandissent dans un foyer sans peur. Quel que soit le parent qui peut leur offrir cela, c'est celui que je soutiendrai. » La salle d'audience est devenue silencieuse. La juge a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant. Après 2 jours d'audience, le verdict a été annoncé. Le tribunal a accordé la garde principale à Mathieu et a donné à Isabelle un droit de visite supervisée.
Elle a été tenue d'assister à un programme de conseil de 6 mois sur le contrôle du comportement et la communication familiale. Quant à la plainte concernant la réclamation du gain du loto, la juge l'a rejetée entièrement et a réprimandé formellement Isabelle pour diffamation délibérée et manipulation d'informations médicales. La juge Chevalier a lu les dernières lignes de la décision, ferme et claire. Le tribunal reconnaît Madame Hélène Lemoine comme la propriétaire légale du billet gagnant et comme une victime de diffamation. La vérité n'a pas besoin de défenseur. Elle n'a besoin que de temps, et le temps a fait son travail. Isabelle a baissé la tête, s'agrippant à la chaise, le visage blanc comme du papier. Mathieu n'a rien dit. Il a juste tenu ma main fermement, la prise que j'avais attendue pendant 7 ans. Quand nous sommes sortis du palais de justice, le vent de la baie de la Seine soufflait fort, apportant le sel de l'océan et une brume fraîche. Mes cheveux argentés volaient dans tous les sens, mais je ne les ai pas lissés. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé le vent faire ce qu'il voulait, en signe de liberté. Maître Dubois marchait à côté de moi, souriant. « Vous venez de gagner 2 procès en même temps, Hélène. Les gens vont écrire à ce sujet. » J'ai souri. « Ce n'est pas grave. J'ai demandé l'anonymat. Je n'ai pas besoin que quiconque sache que j'ai gagné. J'ai juste besoin que les enfants sachent que la vérité a triomphé. » Pénélope est arrivée en courant et m'a serré fort dans ses bras. « Je te l'avais dit, la justice arrive peut-être tard, mais elle ne perd jamais son chemin. » J'ai ri et j'ai regardé la baie. « Merci, Pénélope. Je veux juste rentrer à la maison et planter des roses. Le treillage attend. » Mathieu se tenait à côté de moi et a dit doucement: « Maman, je veux déménager près de la baie de la Seine, pas dans ta maison, mais à proximité, pour qu'Eva et Michael puissent venir te voir quand ils veulent. » J'ai hoché la tête sans en dire plus. Une larme a glissé du coin de mon œil, non pas de tristesse, mais de libération. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche de ma nouvelle maison, regardant l'eau scintiller au clair de lune. Les vagues frappaient le rivage à un rythme régulier, comme mon propre cœur. Plus de colère, plus de ressentiment. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit les dernières lignes de la plus longue journée de ma vie. Aujourd'hui, le tribunal n'a pas seulement jugé Isabelle. Il a jugé mes 7 années de silence. Le prix de la tromperie est la perte de confiance. La récompense de la détermination est la paix. Le vent de la baie a parcouru mes cheveux, salés et légers. J'ai levé les yeux et j'ai vu une seule étoile percer les nuages gris. Doucement, comme pour Arthur, j'ai dit « Tu vois, à la fin, la justice a trouvé son chemin vers la maison. » Je me suis installée dans la petite maison de la baie de la Seine par un doux matin de début juin. La mer était d'un bleu pâle, les vagues calmes, et la cuisine sentait légèrement la cannelle sous la peinture fraîche. J'ai choisi des murs crème et j'ai mis des pots de lavande près de la fenêtre pour pouvoir siroter mon thé chaque matin en regardant les vagues, argentées, frapper les rochers. La maison était petite, mais suffisante pour une personne. Un salon lumineux, une cuisine chaleureuse, une chambre donnant sur la baie. J'ai raccroché les vieilles photos. Le sourire bienveillant d'Arthur, le petit Mathieu avec un cerf-volant, Eva et Michael sur mes genoux quand ils étaient tout petits. Chaque photo était comme une couture qui rassemblait les morceaux déchirés de ma mémoire. Le premier jour, Mathieu a appelé « Maman, est-ce que je peux amener les enfants ce week-end ?» J'ai souri. La porte est toujours ouverte, mais apporte la recette de la soupe de poisson de ton père. Samedi après-midi, sous une lumière dorée qui se déversait sur la baie, Mathieu est arrivé. Eva et Michael ont sauté de la voiture, leur rire résonnant dans le jardin. Je ne sais pas depuis combien de temps je souriais, seulement qu'un sentiment simple et complet m'envahissait. La famille, sans la lourdeur. Mathieu a retroussé ses manches dans la cuisine.
Je l'ai regardé hacher maladroitement des oignons et goûter la soupe. Et j'ai pensé à Arthur, si patient, enseignant chaque étape à son fils. Maman, je ne me souviens pas des quantités exactes de lait et de crème, a dit Mathieu, la sueur perlant sur son front. J'ai répondu, Arthur ne mesurait jamais. Il cuisinait au sentiment et avec amour. Nous avons préparé la première soupe de poisson dans la nouvelle cuisine. Alors que l'odeur de maïs, de crème et de poivre flottait dans la maison, j'ai réalisé que certains parfums ne meurent jamais. Ils dorment simplement jusqu'à ce que votre cœur soit prêt à les réveiller. Après le dîner, j'ai emmené Eva dehors. Elle portait une robe bleu pâle, les joues roses de la crème glacée. J'ai ouvert une petite boîte et j'ai sorti le vélo turquoise, le rêve inachevé d'il y a des années. Eva a poussé un cri de joie. « Mamie, vraiment? C'est pour moi ?» J'ai hoché la tête, les yeux me piquant. « Oui, pour toi. Mais il y a une condition. Tu dois tenir une promesse. » « Quelle promesse ? » « Ne jamais laisser personne te faire croire que tu ne mérites pas de bonnes choses. » Elle m'a serré dans ses bras, puis a enfourché le vélo et a pédalé dans le jardin. Son rire a résonné tout l'après-midi comme une cloche lavant la vieille amertume. Pendant ce temps, Michael était assis dans le salon, construisant soigneusement avec des Legos sur la table en bois qu'Arthur avait poncé à la main. Chaque fois qu'il finissait un modèle, il courait me le montrer. « Regarde, mamie, j'ai réussi à faire comme sur l'image. » Je lui ai tapoté la tête et j'ai pensé « Arthur, vois-tu, les enfants ont toujours tes mains habiles. » Quelques semaines plus tard, Mathieu a créé un groupe de soutien pour les pères célibataires. Je ne l'ai pas poussé, juste encouragé. La plupart des soirs, ils partageaient. Ils m'apprennent à poser des limites, à dire non sans culpabilité et à dire oui quand il s'agit de responsabilité. J'ai souri. Tu apprends ce que ton père a enseigné toute sa vie. Être un homme bien ne demande pas de crier, juste de savoir distinguer le bien du mal. Mathieu a changé lentement. La tension a quitté son visage. Quand il venait chercher les enfants, il disait « Ne laissez pas mamie soulever des choses lourdes. Débarrassez la table après le dîner. » Je n'intervenais plus dans sa vie personnelle. J'aimais mon fils, mais j'avais appris à aimer avec des limites. J'ai également fixé des limites financières claires. J'ai dit clairement « Toute aide de ma part, frais de scolarité, thérapie, garde d'enfants, nécessite des reçus, un but et un engagement clair. Je n'utiliserai plus l'argent pour masquer les erreurs. » Mathieu a compris. Il a hoché la tête sans fierté. Enfin, il avait grandi. À l'automne, j'ai lancé un petit projet, Les Mains du Foyer, un programme aidant les personnes âgées, exploitées ou abandonnées par leur famille à trouver un logement temporaire. L'idée m'est venue une nuit après avoir lu la lettre d'une femme d'une autre région dont le fils lui avait pris sa pension. J'ai invité Pénélope à se joindre à moi. Elle était si enthousiaste qu'elle est arrivée le lendemain matin avec une boîte de peinture et des pinceaux. « Par où on commence, Hélène ?» Nous avons repeint une vieille table de salle à manger qu'elle avait donnée. La nouvelle couche a couvert les rayures, lui donnant un aspect usé mais chaleureux. J'ai dit « Cette table sera le premier endroit où n'importe qui pourra s'asseoir et manger sans être insulté. » Elle a ri. « On dirait notre table, juste un peu plus grande. » Quand la peinture a séché, nous l'avons centrée dans le salon et avons placé un arrangement de roses rouge velours, les préférés d'Arthur. Cette table est devenue plus tard notre lieu de rassemblement du week-end, où j'entendais mes petits-enfants rire, Mathieu parler de ses astuces de cuisine et Pénélope discuter des voisins. Un soir, alors que la maison était calme, je me suis assise pour écrire. Devant moi, une page blanche, à côté, le vieux stylo-plume qu'Arthur utilisait pour son premier contrat. J'ai écrit une lettre à moi-même.
Hélène, pardonner ne signifie pas effacer. Cela signifie avancer sans laisser le passé te faire trébucher. Les gens peuvent changer, mais tout le monde ne mérite pas de se rapprocher à nouveau. Ton fils apprend à être un père. Tu apprends à être toi-même à nouveau. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans un tiroir, adressée à la femme dans le miroir qui a traversé la tempête sans se briser. La nuit est tombée et l'air marin a balayé le porche, emportant le sel et les roses. Je suis allée au jardin, j'ai coupé une fleur rouge et je l'ai rentrée. Sur l'étagère, la photo d'Arthur souriait toujours de la même manière. J'ai posé la rose devant le cadre et j'ai murmuré « Je me suis mise en premier, Arthur, comme tu me l'avais dit, et j'ai tenu ma parole. » Je me suis assise tranquillement, écoutant les vagues. Chacune disait ce que j'avais besoin d'entendre. Parfois, guérir n'est pas revenir en arrière. C'est se tenir ensemble, avec des limites claires. J'ai souri et j'ai soufflé la bougie. La lumière s'est éteinte, ne laissant que la cannelle dans l'air et le murmure régulier de la mer. La dernière berceuse pour une femme qui a trouvé la paix, non pas chez les autres, mais en elle-même. Cet après-midi-là, une averse soudaine a martelé le toit du porche, frappant à la mémoire comme un tambour régulier. Je préparais du thé à la menthe quand j'ai entendu un bruit au portail. En ouvrant la porte, j'ai vu Isabelle tenant un parapluie effiloché, les yeux meurtris par l'épuisement, la confiance disparue de son visage creux. « De quoi as-tu besoin, Isabelle ?» ai-je demandé calmement. Elle a hésité, puis a dit doucement, presque un murmure. « J'ai besoin d'aide. » Je l'ai invitée sur le porche, mais j'ai gardé la porte entr'ouverte. Les limites ne sont pas seulement un loquet, elles sont un choix. La pluie coulait du toit et striait le béton. Elle s'est assise sur la chaise en bois que Pénélope avait peinte, les mains tremblantes sur ses genoux. « Les créanciers sont après moi. » a-t-elle finalement dit. « J'ai perdu mon emploi au cabinet. Je ne sais pas par où commencer. » Je l'ai regardée. L'arrogance avait disparu. Juste une femme épuisée par ses propres choix. « Tu veux une solution rapide, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Isabelle a hoché la tête, les lèvres tremblantes. J'ai répondu lentement. « Il n'y a pas de raccourci, Isabelle, seulement la responsabilité et la réparation. » Elle a baissé la tête, les larmes se mêlant à la pluie. J'ai eu tort. J'ai tout perdu. Mathieu, les enfants, même moi-même. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste versé une tasse de thé chaud. La menthe a rempli le porche, masquant l'humidité. D'un tiroir, j'ai sorti une petite enveloppe. À l'intérieur, pas de billets, seulement une liste de pôles emploi et de groupes de conseil pour les personnes ayant des comportements contrôlants. Je l'ai glissé vers elle. Ce sont des contacts et des adresses. Ils t'aideront si tu veux vraiment recommencer. Elle l'a tenu et a levé les yeux. Puis-je voir les enfants ? Le tribunal a été clair, ai-je dit. Si tu termines les séances de conseil, tu pourras avoir des visites supervisées. Mathieu ne s'y opposera pas, et moi non plus. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Et une dernière chose, ai-je ajouté, doucement mais fermement. Je ne te donnerai pas d'argent liquide, pas un euro. Mais si tu as besoin d'un repas chaud ou d'un conseil honnête, ce porche reste ouvert tant que tu y entres avec honnêteté. Le silence s'est étiré. Puis Isabelle a étouffé un sanglot. « Je suis désolée, Hélène. » Je l'ai regardée longuement. Je t'entends et je l'accepte à ma manière. Elle est partie quand la pluie s'est calmée. Sa petite silhouette s'est estompée sur la route mouchetée. Je savais que la boucle du ressentiment s'était rompue, du moins de mon côté. Ce soir-là, nous avons mangé de la soupe de poisson ensemble.
Mathieu a parlé de son groupe de soutien et a dit qu'il aidait un autre père célibataire à trouver du travail. J'ai souri. Tu apprends à donner sans te perdre. Eva mangeait tout en nous racontant comment elle était tombée de son vélo, s'était éraflé le genou, mais s'était relevée toute seule. Mamie, je n'ai pas pleuré. Je me suis souvenue de ce que tu as dit. Personne ne reste à terre s'il sait comment se relever. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Bien joué, Eva. Michael était assis, les mains jointes, les yeux fermés. Je prie pour que ma maman aille mieux bientôt. La pièce est tombée dans le silence. J'ai entendu le vent s'engouffrer par la fenêtre et j'ai senti l'odeur de cannelle s'échapper de la marmite. Après le dîner, je me suis tenue sur le porche, regardant la baie de la Seine s'enfoncer dans un coucher de soleil rouge foncé. Les ondulations scintillaient comme des éclats de verre, magnifiques et rappelant que tout ce qui a été brisé peut briller à nouveau si la lumière vient de l'intérieur. J'ai pensé à Arthur. S'il était là, il sourirait probablement et dirait « Tu vois, Hélène, à la fin, nous sommes nos choix. » Et j'avais choisi l'amour-propre, la clarté et l'amour avec des limites. Cette nuit-là, j'ai écrit les dernières lignes de mon carnet. Personne ne peut commencer un nouveau chapitre en relisant sans cesse l'ancien. Aujourd'hui, j'ai fermé le livre, non pas pour le terminer, mais pour recommencer. J'ai posé mon stylo et j'ai levé les yeux au plafond. La pluie avait cessé. Au loin, la lumière du porche de Mathieu brillait encore, chaude, pas vive, mais stable. Eva et Michael dormaient sûrement, et Isabelle, quelque part, apprenait peut-être à être une mère décente à nouveau. J'ai souri, et j'ai allumé une petite bougie devant la photo d'Arthur. « Mon amour » ai-je murmuré. Je suis allée plus loin que la douleur, et je suis revenue à moi-même. Merci de t'être assis à mes côtés tout au long de ce chemin. Si vous êtes toujours là, vous avez voyagé avec moi à travers les tempêtes et les endroits calmes que seul le cœur peut entendre. De quelle ville regardez-vous? J'aimerais savoir où cette histoire est parvenue et qui écoute avec moi. Si quelque chose dans cette histoire vous a touché, l'amour propre, la résilience ou simplement l'amour avec des limites, laissez un commentaire et partagez vos pensées. Et si vous souhaitez continuer à vous asseoir avec moi dans cette cuisine, où il y a du thé chaud, de la soupe de poisson et des histoires de guérison, veuillez vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre. Votre présence, où que vous soyez, réchauffe cette cuisine plus que n'importe quelle flamme ne le pourrait jamais.